Il y a quelques jours à peine, un homme de 41 ans a fini sa Coupe du Monde en larmes sur une pelouse américaine. Éliminé 1-0 par l'Espagne dans les toutes dernières minutes. 6e participation, 20 ans de carrière internationale, et toujours pas la moindre étoile mondiale à accrocher au maillot. Il l'avait dit lui-même avant le match, ce serait sa dernière Coupe du Monde. Et pourtant, ce même joueur qui n'a jamais soulevé le seul trophée qui compte vraiment aux yeux du grand public est, pour une large partie de la planète football, devenu le meilleur de tous les temps. Alors comment est-ce possible ? Comment peut-on manquer le totem absolu du sport et finir quand même intronisé comme la référence ultime ? Pour comprendre ça, il faut remonter très loin, bien avant les ballons d'or et les records, à une époque où ce gamin n'était qu'un môme à l'accent bizarre qu'on prenait pour un plouc. Direction le centre de formation du Sporting Lisbonne, à la fin des années 90. Un adolescent debout dans son dortoir, à des centaines de kilomètres de sa famille restée à Madère, en train d'encaisser les moqueries de ses coéquipiers plus âgés, sur son accent madérien et sur le fait que ses parents n'avaient pas un sou. Un jour, une enseignante s'y met aussi, et le gamin craque complètement. Il attrape une chaise et la balance à travers la salle. Ce n'est pas un enfant sage, c'est un enfant seul, en colère, et complètement obsédé par une seule chose, devenir footballeur. Les choses ne se calment que lorsque sa mère quitte son travail de cuisinière à Madère pour venir vivre avec lui à Lisbonne. Et comme si ça ne suffisait pas, à 15 ans, les médecins lui détectent une tachycardie, son cœur qui s'emballe au repos. Un problème assez sérieux pour nécessiter une opération d'urgence au laser. Il aurait pu perdre le foot avant même d'avoir commencé. Il s'en sort en quelques jours et retourne sur le terrain comme si de rien n'était. Son père, lui, travaillait comme intendant du petit club où tout avait commencé, Andorinha, avant de sombrer dans l'alcool, au point que Cristiano dira plus tard ne l'avoir jamais vraiment connu, n'avoir jamais eu avec lui une vraie conversation de père à fils. Il mourra en 2005 d'une tumeur au foie liée à la boisson, sans avoir eu le temps de voir son fils devenir l'un des visages les plus connus de la planète. Et le pire, c'est que sa naissance elle-même n'avait rien d'une évidence. Sa propre mère, écrasée par la misère familiale, a raconté des années plus tard avoir tenté de provoquer une fausse couche en buvant de la bière forte jusqu'à s'effondrer. Ça n'a pas marché. 4e enfant de la famille, transféré à 11 ans pour l'équivalent de 2200 € du club madérien du CD National vers le Sporting, il signe son premier contrat pro à 17 ans et enchaîne rapidement les buts dans toutes les catégories d'âge du club, souvent aligné face à des adversaires de 2 ou 3 ans ses aînés. Son tout premier entraîneur au Sporting racontera plus tard qu'il éliminait 2 ou 3 adversaires d'affilée sur un simple contrôle, et que tout le staff savait déjà qu'il tenait quelque chose d'exceptionnel entre les mains. La suite va s'emballer très vite. Le 6 août 2003, le Sporting inaugure son nouveau stade avec un match amical contre Manchester United. Ronaldo, lâché sur son côté, humilie les latéraux anglais toute la soirée. Résultat, ce sont les propres joueurs de Manchester United, dans le vestiaire après le match, qui supplie Alex Ferguson de le recruter sur le champ. Une semaine plus tard, l'affaire est bouclée pour environ 15 millions d'euros, une somme record pour un adolescent à cette époque. Il récupère le numéro 7, celui que portaient Cantona et Beckham avant lui. Un poids symbolique énorme pour un gamin de 18 ans. Les débuts sont flashy mais brouillons. Beaucoup de dribbles, de petits ponts, de gestes techniques, pas encore assez de buts. Ferguson va patiemment le transformer, saison après saison, en machine à marquer. Premier trophée en 2004 avec la FA Cup, puis l'explosion totale en 2007-2008. 42 buts toutes compétitions, un triplé face à Newcastle en janvier, puis un doublé contre Bolton qui lui permet de battre le record de buts sur une saison détenue jusque-là par George Best. En finale de Ligue des Champions à Moscou contre Chelsea, il marque de la tête, puis rate son tir au but lors de la séance fatidique, mais Manchester United l'emporte quand même 6 tirs au but à 5. Quelques mois plus tard, en décembre 2008, il remporte son premier ballon d'or devant Messi et Torres, seulement le 3e joueur portugais à décrocher ce trophée après Eusebio et Figo. Cet été-là, il avait pourtant tenté de forcer un départ vers le Real Madrid avant de finalement prolonger jusqu'en 2012 et devenir le joueur le mieux payé du club. La saison suivante, une opération à la cheville le prive de la Supercoupe d'Europe, mais dès son retour, il continue sur sa lancée et passe la barre des 100 buts pour Manchester United avec un doublé contre Stoke City, mi-novembre 2008. Pendant ce temps, avec le Portugal, le scénario qui va se répéter pendant 2 décennies s'installe déjà. À l'Euro 2004, disputé à domicile, le pays entier y croit. Ronaldo est même désigné meilleur jeune joueur du tournoi. Mais en finale, la Grèce vient jouer les troubles-fêtes et gagne 1-0. Premier trophée majeur manqué. Ce ne sera malheureusement pas le dernier. À l'été 2009, coup de tonnerre. Le Real Madrid casse sa tirelire et paie 94 millions d'euros à Manchester United, un record du monde absolu à l'époque, pour arracher Ronaldo.
Il est présenté au Bernabéu devant une foule immense, entre 80 000 et 95 000 supporters, rien que pour assister à sa présentation. 9 saisons plus tard, le bilan est hallucinant. 450 buts en 438 matchs, 4 Ligues des Champions entre 2014 et 2018, 2 titres de champion d'Espagne, dont une saison à 100 points, et une rivalité de 10 ans avec Lionel Messi pour le Ballon d'Or, qu'il perd face à l'Argentin en 2009, 2010, 2011 et 2012, avant de finalement l'emporter en 2013, 2014, 2016 et 2017. En 2014, il inscrit le but qui scelle la décima en prolongation face à l'Atlético. En 2016, toujours contre l'Atlético, la finale se joue au tir au but et c'est lui qui transforme le pénalty de la victoire. En 2017, il inscrit un doublé en finale contre la Juventus. Au passage, il devient le joueur le plus rapide de l'histoire du championnat espagnol à atteindre les 50 buts en seulement 51 matchs et enchaîne 6 saisons consécutives à plus de 50 buts toutes compétitions confondues, un rythme que plus personne dans le football moderne n'a réussi à soutenir aussi longtemps. Mais avec le Portugal, la Coupe du Monde continue de le fuir. En 2010, en Afrique du Sud, il porte le brassard de capitaine, mais son équipe tombe en 8e face à l'Espagne, future championne du monde. En 2014, au Brésil, même statistique personnelle, un but et une passe, mais cette fois le Portugal ne dépasse même pas les poules. Il faudra attendre 2016 pour la première vraie récompense collective. En finale de l'Euro, face à la France à Saint-Denis, Ronaldo touche à peine 8 ballons avant de se faire percuter le genou par Payet. Il essaye de continuer, s'assoit en larmes sur la pelouse, retente sa chance, rien à faire, il doit sortir sur civière dès la 25e minute. Sa compétition est terminée, et pourtant, installé devant le banc de touche, genoux bandés, il passe le reste du match à haranguer ses coéquipiers, presque en transe, comme un second sélectionneur. Quand Eder décoche sa frappe gagnante à la 109e minute, Ronaldo explose de joie, malgré la douleur. Il devient le premier Portugais de l'histoire à soulever un trophée majeur du football international. 2 ans plus tard, en Russie, il livre sans doute le meilleur tournoi individuel de sa carrière en Coupe du Monde. Dès le match d'ouverture, un triplé complet face à l'Espagne, coup franc en toute fin de match inclus pour arracher le match nul. Il enchaîne avec le but de la victoire contre le Maroc. Mais en 8e, l'Uruguay met encore une fois fin à son rêve. Quelques mois avant cette Coupe du Monde russe, alors qu'il porte encore le maillot du Real Madrid, il inscrit en quart de finale de Ligue des Champions contre la Juventus un retourné acrobatique tellement parfait que le stade turinois, pourtant adversaire, se lève en entier pour l'applaudir. Cette image va peser lourd quelques mois plus tard, car à l'été 2018, après 9 ans et 4 Ligues des Champions à Madrid, Ronaldo choisit un nouveau défi et rejoint justement la Juventus pour plus de 100 millions d'euros. 2 titres de champion d'Italie suivent, mais la Ligue des Champions, elle, tourne au calvaire. En 2019, en 8e, la Juve est menée 2-0 après le match aller contre l'Atlético Madrid. Et Ronaldo réalise à lui seul l'un des retournements les plus spectaculaires de sa carrière. Un triplé qui envoie son équipe en quart, 3-0. Sauf qu'au tour suivant, malgré un match nul à l'extérieur et l'ouverture du score à domicile, la Juve se fait sortir par l'Ajax Amsterdam. La saison suivante, nouvelle désillusion, éliminée en 8e par Lyon à la différence des buts extérieurs, malgré un doublé de Ronaldo lors du match retour. Et lors de sa dernière campagne européenne avec le club turinois, en 2021, la Juve s'incline en prolongation face au FC Porto sur un coup franc décisif que l'ancien sélectionneur Fabio Capello reprochera publiquement à Ronaldo de ne pas avoir couvert dans le mur. Ce sera son dernier match sous le maillot bianconero. Entre-temps, en 2021, Ronaldo fait son grand retour à Manchester United, 18 ans après ses débuts, et récupère son mythique numéro 7. L'accueil est triomphal. Il continue de pulvériser des records de buts individuels, mais le club, lui, patine. En 2022, la relation avec le nouvel entraîneur Erik ten Hag se dégrade méchamment. Lors d'une victoire contre Tottenham, Ronaldo refuse tout simplement de rentrer en jeu comme remplaçant et quitte le stade avant la fin du match. Peu après, il accorde à Piers Morgan une interview explosive dans laquelle il confie se sentir trahi par le club et lâche cette phrase qui va faire le tour du monde: il n'a aucun respect pour Ten Hag, parce que Ten Hag n'en a aucun pour lui. Quelques jours plus tard, Manchester United résilie son contrat d'un commun accord, à quelques jours à peine du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Il quitte définitivement le club avec, cumulé sur ses 2 passages, 145 buts en 346 matchs. Cette Coupe du Monde 2022 sera d'ailleurs une autre humiliation. Le sélectionneur Fernando Santos décide de le laisser sur le banc lors des matchs à élimination directe, préférant lancer le jeune Gonzalo Ramos, auteur d'un triplé retentissant en 8e contre la Suisse.
Le Portugal atteint quand même les quarts de finale, mais s'incline 1-0 face au Maroc, et Ronaldo, à peine entré en jeu, termine le match en larmes. Encore une fois, si près, et pourtant si loin. Fin décembre 2022, rebondissement. Ronaldo signe à l'Al Nasser, en Arabie Saoudite, pour un contrat qui, prime commerciale comprise, avoisinerait les 200 millions d'euros par an, faisant de lui à l'époque l'athlète le mieux payé de l'histoire du sport. Beaucoup y voient la fin de sa carrière au sommet. C'est plutôt l'inverse qui se produit. En mars 2022, quelques mois avant ce transfert, il était déjà devenu, avec un triplé contre Tottenham, le meilleur buteur officiel de toute l'histoire du football, dépassant le record vieux de plusieurs décennies de l'Austro-Tchèque, Josef Bican. En Arabie, il continue d'engranger les buts à un rythme absurde pour son âge. Et le 27 décembre 2025, il devient le tout premier footballeur à disputer 1300 matchs en carrière. Début février 2026, nouvelle tempête. Furieux de voir son club snobé sur le mercato hivernal, pendant que son rival direct Al Hilal récupère Karim Benzema. Et réclamant aussi le paiement des salaires de plusieurs employés du club, Ronaldo boude l'entraînement et manque plusieurs matchs. Une grève surréaliste, pendant laquelle il continue malgré tout d'empocher environ 1,37 million d'euros par jour sans toucher un ballon. La crise se dénoue après quelques jours, l'Al Nasser cédant sur plusieurs de ses revendications. 3 mois plus tard à peine, en mai 2026, il inscrit son 100e but en championnat pour le club, devient le meilleur buteur de son histoire au XXIe siècle et devient au passage le premier joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 100 buts pour 4 clubs différents en plus de sa sélection. Puis, le 21 mai, avec un doublé contre Damak, il est enfin sacré champion d'Arabie Saoudite, un titre qui lui manquait encore. Sur le plan personnel, l'histoire est tout aussi mouvementée. Il rencontre Georgina Rodriguez en 2016 dans une boutique Gucci de Madrid. Le couple traverse en avril 2022 l'épreuve la plus dure de leur vie, la mort à la naissance de leur fils Angel, jumeau de leur fille Bella. Georgina racontera plus tard que c'est en regardant ses enfants dans les yeux qu'elle a compris que la seule façon de tenir, c'était de rester tous ensemble. En août 2025, le couple annonce ses fiançailles, avec un message d'elle qui devient viral en quelques heures. Pendant ce temps, son fils aîné Cristiano Junior, appelé en sélection U15 du Portugal en mai 2025 pour un tournoi en Croatie, commence lui aussi à faire parler de lui. Sa grand-mère Dolores allant jusqu'à dire qu'à 11 ans, il jouait déjà mieux que son père au même âge. Et quelques semaines avant cette Coupe du Monde 2026, début juillet 2025, le football portugais est frappé par un drame. Son coéquipier en sélection Diogo Jota meurt dans un accident de voiture en Espagne, aux côtés de son frère, à peine 10 jours après son mariage. Ronaldo, bouleversé, choisit de ne pas assister aux funérailles à Gondomar, expliquant qu'il ne voulait surtout pas attirer l'attention sur lui ce jour-là, et laisser toute la lumière à son ami. C'est dans ce climat que le Portugal aborde sa 6e Coupe du Monde avec Ronaldo, qualifié en novembre 2025 grâce à une victoire 9-1 contre l'Arménie, disputée sans lui puisqu'il purgeait une suspension. Convoqué en mai 2026 par le sélectionneur Roberto Martinez pour ce qui sera un record sans précédent, une 6e phase finale de Coupe du Monde, il commence le tournoi par un match nul frustrant contre la RD Congo. Contre l'Ouzbékistan, il répond à ses détracteurs avec un doublé dans une victoire 5-0, devenant à cette occasion le joueur le plus âgé à inscrire un doublé en Coupe du Monde et surtout le tout premier de l'histoire à marquer lors de 6 éditions différentes du tournoi. Après la victoire face à l'Ouzbékistan, quand un journaliste lui demande en pleine zone mixte s'il ne mériterait pas une augmentation de salaire, Ronaldo éclate de rire. Et sa propre sœur écrit sur les réseaux qu'il vient une fois de plus de rappeler à tout le monde pourquoi il reste, à ses yeux, l'élu. Le Portugal se qualifie ensuite pour les 8e en battant la Croatie, avec un but de Gonçalo Ramos, celui-là même qui l'avait remplacé au pied levé 4 ans plus tôt au Qatar. Mais le 6 juillet 2026, comme il l'avait annoncé lui-même avant le match, l'Espagne trouve la faille à la 90e minute et élimine le Portugal 1-0. Fin de l'aventure. Au total sur sa carrière, 10 buts en Coupe du Monde, répartis sur 6 éditions différentes, le meilleur total de l'histoire du Portugal dans la compétition, devant même Eusebio. Alors, va-t-il continuer avec la sélection? Lui-même est resté flou après l'élimination, se contentant de dire qu'il aurait le temps d'y réfléchir. Ce qui est certain, c'est que le débat sur le plus grand joueur de tous les temps ne se réglera pas avec un trophée manquant. Messi, lui, a sa Coupe du Monde, et c'est un argument que personne ne peut lui retirer. Mais aucun joueur dans l'histoire n'a marqué lors de 6 Coupes du Monde différentes, aucun n'a inscrit plus de 100 buts pour 4 clubs différents dans 4 pays différents, et aucun ne détient, comme lui depuis mars 2022, le titre officiel de meilleur buteur de toute l'histoire du football. À 41 ans, la course vers le millier de buts continue. Un club fraîchement acquis en Espagne à travers l'UD Almeria,
un titre saoudien enfin dans la besace, et une question qui restera sans doute ouverte encore longtemps. Est-ce qu'on peut être le meilleur de tous les temps sans jamais avoir gagné la seule chose que tout le monde regarde? Une chose est sûre en tout cas, 23 ans après ce match amical contre Manchester United, où tout a commencé, il continue, saison après saison, à repousser l'idée même qu'une carrière puisse avoir une date de péremption.